Une étrange disparition par Anna Catherine Green, partie 4 du livre audio, chapitre 11, Lutra. Messieurs, commença M. Blake, vous êtes arrivés à la conclusion que l'original de ce portrait et la jeune fille qui a si longtemps rempli les fonctions de lingère dans ma maison ne font qu'une seule et même personne. Je ne dis pas que les apparences ne puissent sembler vous donner raison, mais je pense que vous ne serez plus de cet avis lorsque je vous aurai dit, si étrange que cela paraisse, que ce portrait est celui de ma femme. De votre femme ? On ne savait pas que vous fussiez marié ? Sans doute, M. Gryce était aussi étonné que votre serviteur, mais ce fut moi qui prononçai les paroles qu'on vient de lire. Il est probable, en effet, répondit M. Blake amèrement, que ce détail, du moins, a échappé à l'omniscience de messieurs les détectives. Puis, reprenant l'attitude courtoise qui lui était habituelle, il poursuivit. Je ne l'ai pas reconnue ouvertement comme mon épouse. D'ailleurs, le mariage n'a jamais été consommé. Mais si la bénédiction de l'Église, les formalités civiles prescrites par la loi suffisent à unir un homme et une femme, celle dont vous voyez le portrait est bien ma femme légitime. À ces mots, il se leva pour retourner doucement contre le mur l'énergique et rayonnante image que je ne me lassais pas d'admirer. Je ne me considère nullement comme obligé de vous en dire davantage à ce sujet, reprit M. Blake. Je vous ai confié un réel secret dont je n'avais jusqu'ici parlé à personne et qui devrait suffire à dissiper les soupçons immérités que vous avez conçus à mon égard. Mais pour un homme de mon tempérament, un demi-scandale, avec tous les bavardages qui en résultent, est encore plus pénible à supporter qu'une explication complète et définitive. Si les choses en restaient où elles sont maintenant, 1000 conjectures diverses ne manqueraient pas de se présenter à votre esprit. Peut-être même seriez-vous amené à nourrir à mon égard des soupçons encore plus graves que ceux dont vous m'avez fait part jusqu'ici. Messieurs, je vous prends pour de galants hommes, mariés vous-même peut-être, et pères de famille, ayant sans doute l'amour-propre de votre métier et jaloux de votre réputation ainsi que de celle de vos collègues. Si je réussis à vous convaincre que mes mouvements récents n'ont absolument aucun rapport avec ceux de la jeune fille à laquelle vous prétendez vous intéresser exclusivement, puis-je compter sur votre discrétion au sujet de ma conduite et des mobiles qui l'ont déterminée ? Du moment qu'il ne s'agit pas d'actes tombant sous le coup de la loi, vous pouvez être assuré que je ne trahirai pas votre confiance, répondit M. Gryce. Je n'ai guère le temps de m'amuser à des commérages. Votre collègue ? Je réponds de lui comme de moi-même. Très bien. Dans ce cas, je vais vous parler à cœur ouvert. Les mains agitées de mouvements nerveux, les sourcils froncés, en homme naturellement réservé qui se voit obligé pour la première fois de son existence, peut-être, à mettre à nu sa vie intime devant des étrangers, M. Blake nous fit alors le récit qu'on va lire. Si pénible qu'il me soit, commença-t-il, d'introduire dans cette affaire le nom de mon père, il faudra néanmoins que je vous parle de lui, afin de vous faire comprendre ma conduite dans une circonstance critique de ma vie. Mon père était un homme d'un caractère opiniâtre et autoritaire, victime avec cela de certains préjugés, qui, pour être peu nombreux, n'en étaient que plus profondément enracinés dans son esprit. Il m'avait fait comprendre, dès l'enfance, l'importance qu'il attachait à me voir soutenir dignement les hautes traditions de l'honorable et ancienne famille dont j'avais le privilège de porter le nom, à la condition de ne pas contrarier sa volonté sur certains points bien déterminés. Je n'avais qu'à exprimer un désir pour le voir satisfaire aussitôt. Je savais, en revanche, que, si je devais jamais m'écarter d'une ligne de la règle de conduite qu'il m'avait tracée, je n'avais qu'à renoncer, une fois pour toutes, à son amitié ainsi qu'à son appui matériel. Dans ces conditions, lorsqu'à un moment donné, je m'aperçus que les charmes de ma cousine Évelyne commençaient à produire sur moi une impression menaçante pour ma tranquillité d'esprit,
Mon premier soin fut de m'enquérir, si mon père verrait d'un œil favorable mon mariage avec cette jeune fille. Il se montra, dès l'abord, résolument hostile à mon projet, ce que, voyant, je m'occupais de trouver un dérivatif à ma passion naissante. Je fis un voyage de plusieurs mois en Europe, mais j'en revins plus épris que jamais de celle dont la beauté résumait alors, pour moi, l'idéal de la femme. Je me vouai ensuite au plaisir de la chasse. Je parcourus les contrées les plus sauvages du Canada et du nord des États-Unis. C'est au cours d'une de ces expéditions que se produisit un incident destiné à exercer la plus grande influence sur ma vie, bien que je l'eusse considéré sur le moment comme une aventure sans lendemain. Je passais l'automne assez agréablement sur les bords du lac George, quand un matin je reçus une lettre d'un de mes amis m'invitant à profiter avec lui d'une chasse qu'il venait de louer dans le Vermont, aux environs de Melville, et où le gibier s'annonçait comme abondant et varié. J'écrivis aussitôt à mon ami, lui disant que j'acceptais avec plaisir son invitation, et le soir même, je partis pour le village éloigné d'où il m'avait adressé sa lettre. C'était tout un voyage. D'abord une quinzaine d'heures en chemin de fer jusqu'à Putney, puis un assez long trajet en diligence pour arriver à Melville, d'où je devais gagner à cheval le lieu de notre rencontre. Je pris si mal mes dispositions que je me trouvai vers 10 heures du soir, perdu dans la montagne, à quelques kilomètres de Melville. Pour comble de malheur, comme je rebroussais chemin dans la direction de ce village, mon cheval se mit à boiter. Force me fut de le mettre au pas. Ce fut donc avec un certain plaisir que j'aperçus bientôt devant moi une habitation dont une ou deux fenêtres étaient éclairées, habitation que je reconnus en m'approchant davantage pour être une auberge. La porte étant déjà fermée, je me mis à pousser des hollas retentissants. Après un temps qui me parut interminable, un homme vint à moi, une lanterne à la main. Je lui demandai s'il pourrait me loger pour la nuit. « C'est possible, fit-il d'un ton bourru. Le temps n'est pas à la promenade. » En effet, comme il disait ces mots, un coup de vent subit s'engouffra dans l'allée de la maison, faisant claquer la porte et produisant au-dessus de ma tête un gémissement lugubre et prolongé dans les branches d'un vieux sapin qui s'agitait, menaçante, comme les bras de quelque noir fantôme. « Vous ferez bien d'entrer, » ajouta l'homme. « Il ne tardera pas à pleuvoir. » Sans me faire prier, je sautai à bas de mon cheval, dont je lui lançai la bride. Il fallut déployer toutes mes forces pour ouvrir la porte. À l'intérieur, je fis la rencontre d'un second personnage, un peu plus âgé, mais d'une mine également patibulaire, qui, sans dire un seul mot, m'indiqua du pouce une salle éclairée, à l'autre bout du corridor, et qui alla aussitôt rejoindre son compagnon, sans doute pour l'aider à s'occuper de mon cheval. Je m'avançai jusque sur le seuil de la porte que m'avait désignée l'aubergiste, où je me trouvai en présence d'une jeune fille, presque une enfant, dont la radieuse et blonde beauté exerça immédiatement sur moi un attrait irrésistible. Elle s'était levée en me voyant et se tenait les yeux fixés sur mon visage, les mains appuyées sur la table grossière à laquelle elle avait été assise. Son expression dénotait à la fois la surprise et l'inquiétude. Lorsque je me découvris pour la saluer, un frisson la parcourut de la tête aux pieds. Un instant encore, elle me regarda, les yeux pleins d'épouvante, puis elle étendit brusquement la main vers la porte, comme pour me recommander de ne pas m'attarder dans cette maison. Au même instant, on entendit dans le corridor les pas lourds des deux hommes, sur quoi la jeune fille, laissant retomber sa main d'un geste découragé, sortit de la salle sans nous donner, ni aux uns ni aux autres, le temps de lui adresser la parole. « Va dire à Lutra de préparer la chambre rouge », fit l'aîné des deux hommes d'une voix gutturale, trahissant son origine allemande. L'autre secouait dans le feu les gouttes de pluie tombées sur ses vêtements. « Elle le fera bien sans qu'on le lui dise, » répondit-il d'un ton maussade. « Je suis trempé. » Le premier véritable colosse aux épaules exceptionnellement larges et puissantes fronça les sourcils d'un air si menaçant que son compagnon, après avoir mis son veston à sécher sur le dossier d'une chaise, se hâta de sortir à son tour. « Les jeunes garçons sont si têtus de nos jours, » reprit l'aubergiste en m'adressant un signe de tête qui voulait être aimable. « Autrefois, c'était différent. »
Ils étaient dressés à obéir sans demander tant d'explications. Cela me fit sourire d'entendre appeler jeune garçon l'homme d'une trentaine d'années qui venait de quitter la salle. « C'est votre fils » demandai-je en m'installant près du feu. « Oui, c'est mon fils. Et la jeune fille qui était là est sa sœur. Il m'aide à tenir l'auberge. Mais je vous assure que c'est un métier ingrat. Les voyageurs n'abondent pas dans ces parages. »« C'est bien ce qu'il m'a semblé, » répondis-je, en pensant à l'impossibilité où je m'étais trouvé de demander mon chemin, faute de rencontrer personne sur ma route. « À quelle distance sommes-nous de Pentonville ?» C'était le village où je devais rejoindre mon ami. « À 7 ou 8 kilomètres, » fit l'autre d'un air visiblement contrarié. « Ce n'est pas loin, 2 jours, mais par une nuit pareille. En effet, je dois m'estimer heureux d'avoir trouvé à me mettre à l'abri. » L'aubergiste jeta un coup d'œil dédaigneux sur mon bagage, qui consistait en une petite valise, mes fusils de chasse dans un étui en cuir et mon pardessus. « Vous allez à la chasse ?» demanda-t-il. « Oui. »« Le pays est giboyeux. Vous êtes seul ?» La curiosité de mon compagnon ne me plaisait pas outre mesure. Cependant, n'ayant rien de mieux à faire, je lui répondis assez poliment. « Non, je dois retrouver un ami à Pentonville. C'est lui qui dispose de la chasse. » L'aubergiste se caressa la barbe d'un geste méditatif, tout en me lançant un regard qu'aujourd'hui, avec ma connaissance plus approfondie de la nature humaine, je qualifierais de sinistre. « Alors, vous êtes attendu, » fit-il enfin. Jugeant superflu de répondre à cette question, je me contentais de me chauffer les pieds au feu, car je me sentais transi. « Il y a longtemps que vous voyagez, » reprit-il au bout d'un moment, en examinant à la dérobée mon costume de cheviote bleue. « Tout l'été. » Cette réponse parut encore ne lui faire qu'un médiocre plaisir. « Vous êtes de New York, sans doute. »« Oui. Une belle ville, monsieur. Il doit y avoir beaucoup d'argent dans les grands palais qu'on voit le long des avenues. » Je fis un signe d'assentiment. Le vieux, il pouvait avoir 53 ou 54 ans, rapprocha sa chaise de la mienne. Il allait, sans doute, continuer son interrogatoire lorsque son fils rentra. En même temps, une voix de femme se faisait entendre derrière moi. « La chambre est prête, monsieur, » disait la jeune fille que l'aubergiste avait appelée Lutra. Je me levai aussitôt. « Dans ce cas, je vais aller me coucher, » fis-je, en prenant mes bagages et en m'avançant vers la porte. « Ne vous inquiétez pas si vous entendez des craquements cette nuit dans la maison, » fit encore l'aubergiste. « Les portes et les fenêtres joignent mal et, avec un vent pareil, elles feront un tapage à réveiller les morts. Mais la vieille baraque est solide, il n'y a aucun danger. »« Le bruit m'est indifférent, » répondis-je, touché de cette sollicitude. « J'ai passé la nuit dernière dans le train sans fermer l'œil. Aussi vais-je dormir d'un trait jusqu'au matin. Vous me réveillerez à 9 heures. » Là-dessus, je suivis la fille de l'aubergiste qui me fit monter dans une chambre du premier étage où se trouvait un grand lit à colonnes drapé d'épaisses tentures. « Jamais je ne pourrais dormir sous ces rideaux-là, fis-je, tout décontenancé. J'étoufferais au bout de 5 minutes. » La jeune fille s'empressa de tirer les rideaux contre le mur. « Y a-t-il autre chose que je puisse faire ?» me demanda-t-elle en jetant un coup d'œil autour de la chambre. « Non, merci, mademoiselle. » Elle me souhaita bonne nuit et se retira, non sans me laisser fort intrigué de l'air de résolution farouche subitement répandu sur ses traits. Resté seul dans cette grande chambre nue et mal éclairée, je ne pus me défendre d'une vague inquiétude. Le vent hurlait lugubrement dans la cheminée. À chaque bourrasque, j'entendais grincer et gémir les branches du vieux sapin planté à côté du porche. À ma grande contrariété, je m'aperçus que le sommeil dont j'étais accablé quelques minutes plus tôt avait complètement disparu. Le grand lit avait pourtant un air beaucoup plus engageant maintenant qu'il n'était plus étouffé sous les lourdes tentures, mais je ne me sentais pas la moindre envie de quitter le fauteuil où je m'étais assis en entrant. Une sensation bizarre m'avait envahi. Je croyais sentir peser sur moi un regard invisible qui me tenait engourdi, fasciné, comme l'oiseau sous l'œil cruel du serpent. Par 2 fois, je me souviens d'avoir tourné la tête vers un point particulier de la cloison qui attirait invinciblement mon regard.
J'étais si loin, toutefois, de craindre aucun danger précis, que je me reprochais à moi-même la faiblesse d'esprit, la défaillance nerveuse, qui m'affectait ainsi qu'une femme timide. « C'est ce temps d'orage qui me donne sur les nerfs, » me dis-je pour me tranquilliser. « Une bonne nuit de sommeil, et il n'y paraîtra plus. » Une bourrasque plus violente que les autres, accompagnée comme d'un frémissement de toute la maison, me décida. Si je ne m'endormais pas tout de suite, cela deviendrait de plus en plus impossible à mesure que l'orage augmenterait d'intensité. Je commençais donc à me déshabiller. J'avais retiré mon veston et déboutonné mon gilet lorsque je me rappelais certaines liasses de banknotes que je portais dans une poche intérieure de ce dernier vêtement. Par un sentiment de prudence instinctive, je m'approchai de la porte pour la fermer à double tour, puis, retirant les billets de la poche du gilet, je les glissai sous mon traversin. Je n'aurais su expliquer pourquoi j'agissais de la sorte. Comme je l'ai dit, je n'éprouvais aucune crainte bien définie. À cette époque de ma vie, j'étais loin d'être un homme soupçonneux ou méfiant. Le physique ingrat de l'aubergiste et de son fils m'avait produit une impression désagréable, mais rien de plus. Cependant, je ne me contentais pas de la précaution que je viens de mentionner. Gardant la lampe allumée, je finis par me coucher sur le lit tout habillé, fait sans précédent au cours de mes voyages, mais que justifiait, me dis-je en moi-même, la violence de l'ouragan qui menaçait à chaque instant d'emporter le toit de la vieille masure. Je ne puis dire combien de temps je restais éveillé à écouter les craquements lamentables qui se succédaient sans trêve ni repos à tous les étages de la maison. Sans doute m'y habituai-je au bout d'un certain temps, car j'ai conscience d'être tombé dans un assoupissement dont je me réveillais en me sentant tirer doucement par le bras. Me levant d'un bond, je vis devant moi la fille de l'aubergiste qui, le doigt sur les lèvres, me tendait mon veston. « Il faut mettre votre habit, » me dit-elle d'une voix basse, vibrante d'émotion, « et venir avec moi. Vous ne pouvez pas rester ici. Sentez comme la maison tremble. Encore un coup de vent, comme celui-là, et le plafond nous tombera sur la tête. » Tout en parlant, elle s'avançait vers la porte, qui, à mon grand étonnement, se trouvait ouverte. Mais en voyant que j'hésitais à la suivre, la jeune fille s'arrêta. « Vos craintes sont exagérées, mademoiselle, » répondis-je, en contemplant à regret le bon lit que je venais de quitter. « Ces vieilles maisons sont bien plus solides qu'on ne le pense. »« Soyez persuadée que je parle pour votre bien, » murmura-t-elle d'un ton si convaincu que je la suivis malgré moi. « Songez au temps qu'il fait dehors. »« J'irai avec vous. »« Vous m'en direz tant, » commençai-je d'un ton de galanterie. Mais elle me coupa la parole d'un geste impérieux. « Voici votre chapeau, fit-elle. Voilà votre valise. Le reste, vous ne pourrez l'emporter. »« Mais, mademoiselle... »« Silence, commanda la jeune fille en tendant l'oreille du côté de l'escalier. « Mon père et mon frère diront comme vous que c'est folie de se mettre en route par un temps pareil quand on a un bon toit au-dessus de sa tête. Mais il ne faut pas les écouter. Je vous répète que vous ne pouvez pas rester ici. 1000 fois plutôt braver les dangers de l'orage. » Sans me donner le temps de répondre, elle descendit vivement l'escalier, ouvrit une porte et me fit entrer dans la salle où je m'étais trouvé avec l'aubergiste 1 heure ou 2 auparavant. On n'avait pas laissé mourir le feu, la lampe brûlait toujours sur la table de bois blanc mal dégrossie. La pendule, dont le bruyant tic-tac troublait seul le silence de la pièce, montrait qu'il était 1 heure du matin. Jusque-là, rien d'inquiétant, mais ce qui ne tarda pas à me faire pressentir le danger terrible dont la jeune Luttra avait voulu me préserver, ce fut de voir l'aubergiste et son fils se lever précipitamment à notre entrée, pour aller s'adosser, l'un contre la porte qui donnait dans la cuisine, l'autre contre celle qui s'ouvrait sur le vestibule, dans une attitude silencieuse et menaçante, à laquelle il n'y avait pas à se méprendre. Il fallut, pour me rassurer un peu, le regard calme et résolu que dirigeait sur ces hommes la jeune fille à mes côtés. Je me sentis aussitôt la conviction que son courage et sa fermeté auraient raison de leurs intentions criminelles, si tant était qu'ils voulussent me retenir de force. Déjà, je faisais un pas dans la direction de la porte où se tenait le frère de Luttra lorsqu'elle étendit la main pour m'arrêter. « Karl, dit-elle en s'adressant à son frère d'une voix impérieuse, ouvre la porte et laisse passer ce monsieur.
Il a peur que nos murs ne soient pas assez solides pour résister à l'orage. Il veut quitter l'auberge à l'instant même. » Sans répondre, l'autre se carra plus fermement contre la porte. « Il faut avoir perdu la tête pour vouloir sortir à cette heure, » fit l'aubergiste d'un ton bourru. « Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. Ce serait rendre un mauvais service à ce jeune homme que de lui permettre de faire une telle imprudence. » La jeune fille ne prêta aucune attention à ces paroles. « Entends-tu, Karl, reprit-elle, ouvre la porte tout de suite. » Cependant, elle ne fit pas mine de quitter la cheminée devant laquelle nous étions venus nous poster en entrant. « Je m'en garderai bien, » fit l'autre en ricanant. « Les portes sont fermées pour la nuit. Ce n'est pas moi qui les ouvrirai, ni toi non plus, du reste. »« Ce sera donc vous, mon père, » fit Luttra en se tournant vers l'aubergiste, qui, jusque-là, n'avait pas prononcé une parole. « Monsieur a bien le droit de nous quitter si bon lui semble. » Un grognement sourd lui répondit. Le vieux s'avançait vers ma compagne, les poings crispés, d'un air si menaçant que je levai instinctivement le bras pour la protéger. La courageuse enfant ne broncha pas. « Restez où vous êtes, mon père, » commanda-t-elle en étendant la main. « Un pas de plus. Je laisse tomber dans le feu ces billets pour lesquels vous et mon frère vous donneriez votre âme. » Joignant le geste à la parole, elle tira de son corsage une liasse de billets de banque et la tint suspendue au-dessus du brasier. « Malheureuse, que fais-tu là ?» s'écria l'aubergiste en levant rageusement le poing. Il se garda bien, toutefois, d'avancer vers sa fille, mais resta comme cloué sur place, dévorant du regard les billets qu'elle tenait à la main. « Je n'aime pas les paroles inutiles, vous le savez, » reprit Luttra d'une voix égale, mais singulièrement résolue. « Vous pouvez me battre, vous pouvez me tuer, si bon vous semble, cela n'y changera rien. Ou bien vous allez laisser partir tranquillement ce monsieur, ou je détruis cet argent sans le moindre scrupule. » « Misérable !» fit encore le vieux, les lèvres frémissantes, les doigts agités, de mouvements convulsifs. Mais s'il n'osa pas avancer, il n'en fut pas de même de son fils, qui bondit vers la jeune fille. Un instant de plus, il allait l'envelopper de ses bras puissants, lorsqu'au passage, je lui envoyai sous la mâchoire un coup de poing qu'il étendit à nos pieds. Luttra ne dit rien. Seulement, on vit un des billets tomber de sa main dans le feu, où il se consuma aussitôt. Avec un cri de bête blessée à mort, le vieil aubergiste frappa du talon sur le plancher. « Attends !» s'écria-t-il d'une voix étranglée. Il s'approcha rapidement de la porte, qu'il ouvrit. « Voilà, fit-il, puisque vous ne voulez pas entendre raison. Allez-vous-en, et puisse le feu du ciel vous dévorer comme vient de brûler ce bel argent. Mais d'abord, donne-moi les autres billets. »« Éloignez-vous de la porte, » fit encore la jeune fille, en décrochant de sa main libre une lanterne suspendue à l'angle de la cheminée. « Et que Karl allume cette lanterne sans essayer de s'approcher de nous. » Il fut fait comme elle l'ordonnait. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, le vieux s'était éloigné de la porte, la lanterne était allumée et nous nous disposions à quitter la maison. « Passez le premier, » me dit-elle. « Je vous suivrai dans un instant. » « Oh non, répondis-je, nous partirons ensemble. »« Mais l'argent !» gronda la voix rauque de l'aubergiste par-dessus mon épaule. « Je vous le donnerai en revenant, » répondit sa fille en fermant la porte derrière nous. Chapitre 12. L'amour d'une femme. Jamais je n'oublierai la violence de la rafale qui se déchaîna sur nous aussitôt que nous fûmes dehors, nous fouettant le visage et nous enveloppant comme d'une trombe, ni le frisson qui me parcourut au moment où cette frêle enfant me prit par la main pour m'entraîner à sa suite dans les ténèbres. Cependant, j'étais moins sous le charme de sa beauté que stupéfait de trouver en elle tant de courage et de résolution. La fureur même de la tempête semblait pliée devant sa volonté. Le vent lui prêtait des ailes. Une fois sur la route, elle s'arrêta pour regarder en arrière. Les puissantes carrures de l'aubergiste et de son fils se découpaient sur le carré lumineux de la porte. Presque aussitôt, nous vîmes les deux misérables se lancer à notre poursuite. Étouffant une exclamation, Luttra me conduisit vers un arbre, au pied duquel, à mon grand étonnement,
j'aperçus mon cheval scellé et bridé. La jeune fille s'empressa de le détacher, suspendit la lanterne tout allumée au pommeau de la selle, puis, ramassant ma cravache déposée auprès de l'arbre, elle en donna un grand coup à l'animal affolé, qui partit au galop sur la route. En même temps, la jeune fille m'attirait derrière l'arbre. « Ne bougez pas !» souffla-t-elle. À peine ses lèvres eurent-elles prononcé ces paroles que son père et son frère passèrent devant nous en courant. « Ils vont suivre la lumière !» murmura ma compagne qui, de nouveau, me prit par la main et m'entraîna dans la direction opposée. « Ayez confiance en moi !» reprit-elle, pendant que nous courions aussi vite que nous le permettait le vent qui nous soufflait au visage. « Je vais vous conduire dans un endroit où vous serez en sûreté. » « Comment vous remercier ?» répondis-je dans un élan de reconnaissance. « Pourquoi vous exposez-vous ainsi à la colère de ces hommes ? Je ne suis pour vous qu'un étranger. » L'étreinte de sa main se resserra, mais elle ne répondit rien. Nous courûmes en silence pendant plusieurs minutes. Au moment où le souffle commençait à me manquer, ma compagne s'arrêta. « Savez-vous, » s'écria-t-elle, « que nous côtoyons un précipice ? Nous en avons pour un demi-kilomètre environ. Il faut nous avancer prudemment. Il est arrivé plus d'un accident par ici, les nuits d'orage. Encore le mois dernier, un cavalier et sa monture ont été précipités au bas de la falaise et se sont tués sur le coup. » Elle disait ces mots d'un ton qui me glaça d'épouvante. C'était comme si elle eût voulu me faire toucher du doigt le danger terrible auquel je venais d'échapper sans le savoir. Nous glissions dans la boue, nos pieds se prenaient dans les ronces qui, par endroits, couvraient ce chemin maudit. La distance me parut interminable. Par le fait, elle ne dépassait probablement pas 700 à 800 mètres. Enfin, la jeune fille s'arrêta en disant « Nous y voilà !» Je m'aperçus alors que nous nous trouvions devant une petite chaumière plongée dans une obscurité complète. Couverts de boue, trempés jusqu'aux os, épuisés par le double effort de la course et de notre lutte contre les éléments, nous restâmes un instant à reprendre haleine. Ce fut Lutra qui, la première, s'approcha de la porte, où elle frappa 2 ou 3 coups vigoureux. « Nous trouverons à nous abriter ici, » dit-elle avec confiance. Elle ne se trompait pas. Quelques instants plus tard, nous tendions nos mains à la flamme d'un grand feu de bois vivement allumé par le digne couple dont nous avions ainsi dérangé le sommeil. À mesure que la chaleur du foyer me pénétrait, j'eus plus nettement conscience du péril auquel j'avais échappé grâce à l'héroïque dévouement de cette jeune fille occupée maintenant à défaire, pour les sécher au feu, les longues tresses de son incomparable chevelure. En la regardant de plus près, je fus stupéfait de voir comme elle était jeune. « Elle ne paraît pas avoir plus de 16 ans, me disais-je, et cependant, quelle volonté indomptable brille au fond de ses yeux noirs, redresse fièrement sa taille souple et gracieuse. » J'essayais de traduire en paroles appropriées la reconnaissance que j'éprouvais. « Je n'ai fait que mon devoir, » fit-elle tranquillement. « Je suis heureuse de penser que j'ai réussi. »« Si, vraiment, vous pensez que vous me devez quelque chose, » reprit-elle plus lentement, « voulez-vous me promettre, monsieur, d'oublier ce qui s'est passé à l'auberge ?» Aussitôt, je me rappelai un soupçon qui m'avait traversé l'esprit là-bas. Instinctivement, je portai la main à la poche où j'avais mis mes billets de banque dans la hâte du départ. Elle était vide. Lutra ne perdit pas contenance. « Ce serait pour moi un si grand soulagement, » ajouta-t-elle presque sur un ton de prière. Je retirai ma main de ma poche sans rien dire. « Vous avez perdu quelque chose ?» fit alors ma compagne. « Cherchez dans la poche de votre pardessus. » Faisant comme elle disait, j'eus la satisfaction de sentir sous mes doigts la précieuse liasse. « Je vous le promets, » dis-je avec ferveur. « Vous vous apercevrez qu'il manque un billet, » murmura-t-elle, comme en s'excusant. « Je ne sais pas de quelle somme il était, mais vous avez pu vous rendre compte que le sacrifice était inévitable. »« Je crois bien, » fis-je avec enthousiasme. « Jamais je ne pourrais vous dire à quel point j'ai admiré votre présence d'esprit, votre courage. Vous avez été vraiment au-dessus de tout éloge. » Elle étendit la main pour m'imposer silence. On aurait dit que mes paroles lui faisaient mal. « C'est la première fois qu'ils essaient quelque chose de semblable, » reprit-elle aussitôt,
d'une voix pleine de confusion et de souffrance. Ils ont, en diverses occasions, pris de l'argent, mais jamais, jusqu'à ce soir, ils n'ont menacé la vie de personne. Quant à vous, ils comptaient vous tuer. Ils vous avaient vu, par un trou de la cloison, retirer cet argent de votre poche, et cela leur a fait perdre la tête. Ils avaient l'intention de vous précipiter avec votre monture du haut de la falaise. J'ai entendu ce qu'ils disaient, et quand ils ont été scellés le cheval, je suis venue vous réveiller. J'étais bien forcée de vous prendre vos billets. Tant que vous les aviez sur vous, votre vie était en danger. Je vous les ai pris secrètement, parce que j'espérais pouvoir vous sauver sans vous révéler toute la vérité. N'oubliez pas qu'il s'agissait de mon père et de mon frère. Je ne les trahirai pas, l'assurai-je encore. L'ombre d'un sourire erra sur les lèvres de ma compagne, donnant à son visage une douceur infinie, à laquelle se mêlait une si profonde tristesse que je me sentis le cœur plein de pitié pour elle. « Vous êtes bien à plaindre, me hasardai-je à dire. Une existence pareille. Cela me serait égal de travailler, fit-elle en m'interrompant, mais jamais je n'aurais cru qu'ils iraient jusqu'au crime. Un frisson d'horreur la parcourut de la tête aux pieds. Vous n'êtes pas obligé. Certes non, s'écria-t-elle d'une voix vibrante. Il y a des choses qui détruisent même les liens du sang. Je ne veux pas être mêlée à de pareilles infamies. Puis, d'une voix plus calme, comme si elle lui parlait d'une chose complètement indifférente, « Je ne retournerai jamais dans cette maison. Vous pouvez m'en croire. »« Où irez-vous » lui demandai-je alors, en songeant qu'elle n'avait que les vêtements qu'elle portait sur elle. « Que ferez-vous ? Vous êtes bien jeune. »« Oui, mais je suis robuste. Dieu merci. N'ayez aucune crainte pour moi, » fit-elle avec un sourire radieux. Je ne répondis rien sur le moment, mais le lendemain matin, l'ayant trouvée assise à la cuisine, en train de lire un livre au-dessus de son âge ainsi que de son rang, j'eus tout à coup l'idée de lui demander si elle aimerait à recevoir une bonne instruction. Aussitôt, son visage s'illumina d'une joie intense. « Je donnerais tout au monde pour être instruite comme le sont certaines femmes, » s'écria-t-elle avec élan. « Il n'est pas nécessaire, messieurs, de m'étendre sur le plaisir avec lequel je profitais de cette occasion de récompenser, dans une certaine mesure, l'immense service que m'avait rendu Luttra, ni sur les arguments à l'aide desquels j'arrivais, non sans peine, à faire comprendre à la jeune fille qu'il n'y avait aucune honte pour elle à accepter ce témoignage de ma gratitude. Qu'il me suffise de dire que je ne quittais pas la chaumière avant d'avoir obtenu gain de cause. Il fut entendu que je me mettrais immédiatement en communication avec une maîtresse de pensionnat de Troyes, à laquelle ma famille avait rendu naguère un grand service et qui accepterait, sans nul doute, de se charger de l'éducation d'une jeune fille recommandée par moi. J'étais, dans ce temps-là, un jeune homme assez léger, mais je tins fidèlement ma promesse. Luttra se vit accueillir à bras ouverts par la digne Madame Brown, à qui elle plut d'emblée, et par les soins de laquelle la jeune pensionnaire reçut non seulement une instruction complète, mais encore, au fur et à mesure de ses besoins, le trousseau nécessaire pour figurer honorablement parmi ses camarades. Je ne cherche à me faire aucun mérite d'un acte que m'imposait la reconnaissance la plus élémentaire. C'était si facile pour moi. Il suffisait de temps à autre de mettre mon nom au bas d'un chèque et tout était dit. J'insiste sur ce point, parce que s'il m'avait fallu sacrifier même 1 heure de mon temps, je dois avouer, à ma honte, que les choses ne se seraient probablement pas passées de la même façon. En me retrouvant à New York, je retombais aussitôt sous l'empire de ma cousine. Rien de ce qui ne se rapportait pas directement à elle n'était capable de m'intéresser un seul instant. 2 années se passèrent. Toujours aussi épris d'Evelyne, je n'étais cependant pas encore officiellement fiancé à elle. L'opposition de mon père ne me permettait pas d'aller aussi loin. Par contre, il régnait entre nous une entente secrète, de nature à me faire espérer qu'un jour ou l'autre, mes espérances finiraient par se réaliser. Je ne connaissais pas mon père. Si malade qu'il fût, et déjà il souffrait de la cruelle maladie qui devait l'emporter 2 mois plus tard,
Il ne perdait pas de vue un seul de mes mouvements. Il semblait deviner mes pensées les plus secrètes. Un jour, il eut avec moi une explication décisive qui ne me laissa plus aucun espoir. « Tu es mon fils unique, me dit-il. J'avais espéré pouvoir faire de toi un homme riche et indépendant, comme je l'ai été moi-même. Malheureusement, j'ai tout lieu de craindre que tu ne sois aussi résolu que jamais à commettre un acte que je désapprouve formellement. Tu sais, car je te l'ai dit, qu'un mariage entre consanguins me paraît une chose inadmissible, monstrueuse, épouvantable. Les faits sont là pour prouver, d'ailleurs, que les unions de ce genre n'ont que trop souvent produit les conséquences les plus funestes. Si tu ne t'engages pas à renoncer à ce projet, je me verrai forcé de te déshériter. Je n'entends pas que la fortune des Blake puisse un jour être transmise à une race de dégénérés. Mon père ne se contenta pas de me priver ainsi de la femme que j'aimais. N'osant, je suppose, se fier à ma parole, il m'imposa en outre d'en épouser une autre, avant qu'il mourût. « Je ne limite pas ton choix, me dit-il. Tu prendras qui tu voudras, pourvu que son physique soit présentable et que sa vertu soit au-dessus de tout reproche. Je ne demande pas qu'elle soit riche, ni de bonne famille. J'exige seulement qu'elle soit bonne et pure, et qu'aucun lien de parenté n'existe entre elle et toi. Dans ces conditions, tu peux compter sur ma fortune, ainsi que sur ma bénédiction paternelle à mon lit de mort. » Cette idée était profondément ancrée dans son esprit. Je vis bientôt qu'il n'y avait pas moyen de l'en faire démordre. À toutes mes objections, il se contentait de répondre. « Tu as le champ libre et 1 mois pour te rendre à mon désir. Si, au bout de ces 30 jours, tu n'as pas amené ta femme à mon chevet, je m'occuperai de trouver un héritier qui ne voudra pas contrecarrer les souhaits d'un mourant. » 1 mois ? J'avais 1 mois pour obéir à ses ordres. Je passais en revue les jeunes filles du monde qui se montraient chaque soir dans les salons de mes amis. Plus je pensais à elles, plus la tristesse et le découragement me remplissaient le cœur. Épouser une femme de mon monde tout en aimant ma cousine ? Impossible. Encore faudrait-il pouvoir leur donner quelque chose en échange de l'honneur qu'elles me feraient en m'accordant leurs mains. La richesse ? Elles la possédaient déjà. Un rang ? Elles étaient mes égales. Les sentiments ? Hélas, quels sentiments pouvais-je éprouver à leur égard si ce n'est l'indifférence, ou même l'aversion ? Évelyne, comme bien l'on pense, ne me rendait pas la tâche plus facile, quoique sa fierté, son ambition ne se fussent pas accommodées, certainement, d'un mari sans fortune. « Mariez-vous, mon ami, me disait-elle, du moment que c'est indispensable pour conserver votre héritage. Mais gardez-vous d'épouser une femme qui fréquente les mêmes salons que moi. Je ne veux pas que celle que vous choisirez soit mon égale, ni par la beauté, ni par le rang. Tâchez pourtant, ne manquait-elle jamais d'ajouter avec une admirable inconséquence, qu'elle fasse honneur à votre nom, qui est en même temps le mien. » Cependant, les jours s'écoulaient rapidement. Eussé-je été tenté de l'oublier, j'aurais bien vite été rappelé à la réalité des choses en voyant fixer sur moi, tous les soirs, le regard de mon père, plein d'une interrogation muette, plein aussi d'une inébranlable résolution. Je me faisais l'effet de ce condamné dont Edgar Poe a si bien décrit les sensations, lorsqu'il voit s'abaisser insensiblement vers sa poitrine la masse qui doit l'écraser. Je ne saurais dire au juste à quel moment la pensée de Luttra me vint à l'esprit pour la première fois. Je commençais par frémir d'horreur à cette idée, par l'écarter résolument. Mais, de plus en plus, j'en étais obsédé. Une telle solution offrait tant de facilité, de si nombreux avantages, que bientôt je me pris à l'admettre comme une espèce de pis-aller. Certes, la jeune fille laissait beaucoup à désirer sous le rapport de la parenté. Elle était alliée à de vils criminels. Mais ne s'était-elle pas séparée d'eux définitivement ? Ne vivait-elle pas dans un milieu où elle ne risquait pas de jamais les rencontrer ? Peu à peu, je m'habituais à l'idée de cette union. Si je prenais pour femme ma petite protégée, seule au monde, reconnaissante des moindres faveurs, sachant se tenir à sa place,
Je serais aussi peu tenue qu'il était possible de l'être à un homme marié. À l'intérieur, les attentions d'un ami prévenant, elle n'en demandait pas davantage. D'autre part, elle n'était pas d'un physique désagréable, sans que sa beauté fût de nature, toutefois, à rivaliser avec les charmes de celle que j'avais perdue. Au lieu de me trouver en butte aux exigences d'une patricienne altière, j'aurais une femme simple et obéissante, qui ne s'inquiéterait pas de mes allées et venues, qui se contenterait de ce que je pourrais lui donner. Fort de ce raisonnement, comme le délai que m'accordait mon père touchait à sa fin, j'allais trouver Luttra, que je n'avais pas revu depuis le jour où je l'avais quitté à la porte de la petite chaumière au haut de la falaise. À sa vue, je restais interdit. Comment? C'était là l'humble enfant aux yeux implorants et pleins de reconnaissance que je m'étais attendu à trouver. C'était une femme que j'avais devant moi, une créature exquise, aux traits fins et énergiques à la fois, encadrée de cheveux blonds d'une incomparable beauté. J'eus comme un mouvement de colère en la voyant. Il me sembla qu'elle m'avait indignement trompé en se permettant d'être aussi différente de ce que je me la représentais. Au lieu d'être protecteur et bienveillant, comme j'en avais eu l'intention, je me montrais contraint, presque intimidé. Luttra parut s'apercevoir de ma gêne. Un léger sourire lui monta aux lèvres. Aussitôt, je pris mon parti. Tout en marquant bien le plaisir qu'elle ressentait de ma visite inattendue, elle avait su mettre dans son regard comme une prière, un appel muet à mon indulgence. Je ne vous dirai pas comment je réussis en 3 jours à obtenir son consentement à notre mariage. Ce ne fut pas, je puis vous l'assurer, en faisant miroiter à ses yeux ma richesse, ni mon rang. Quelque chose me retint. Je suis heureux de pouvoir penser qu'à aucun moment l'idée ne me vint de lui proposer un marché. Jamais il ne fut question entre nous de la fortune qui pouvait me revenir. Et cependant, j'arrivais à mes fins. Le mariage se fit à Troy dans les conditions les plus simples et les moins faites pour attirer l'attention. Cela explique, sans doute, comment il se fait qu'à New York, personne n'ait jamais su que j'étais marié. Je dois reconnaître aussi qu'après notre séparation, je pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher de s'ébruiter un acte dont l'issue constituait, pour mon amour-propre, la plus cuisante des blessures. Mon premier mouvement après la cérémonie fut d'amener ma femme directement à New York et dans cet hôtel. Par suite de l'amertume, pardonnable peut-être, que je ressentais, j'avais négligé d'avertir personne de ce qui s'était passé. Ce fut donc, en quelque sorte, comme des étrangers que nous franchîmes le seuil de cette maison pour monter aussitôt dans la chambre de mon père. J'avais prévenu Luttra avant la cérémonie. Il ne peut y avoir pour nous ni grand mariage, ni voyage de noces, lui avais-je dit. Mon père est mourant. Il réclame mes soins. Aller de l'hôtel à un lit de mort, c'est triste pour une mariée. Malheureusement, c'est pour nous une nécessité absolue. Luttra s'était résignée avec un sourire d'ineffable tendresse, dont je n'ai compris la valeur qu'après de longs mois d'isolement et de souffrance. « Mon père, je vous amène ma femme », furent les premières paroles que je prononçai lorsque la porte se referma sur nous. Jamais je n'oublierai l'empressement qu'il mit à se relever sur ses oreillers, le long regard qu'il fixa sur le visage de ma jeune femme, dont l'émotion était si grande qu'elle dut s'appuyer au pied du lit pour ne pas tomber. J'aurai toujours présent à la mémoire l'élan de joie intense avec lequel il tendit à Luttra ses bras tremblants, ces bras que je ne me rappelais pas avoir jamais vus s'ouvrir pour moi, même dans ma plus tendre enfance. « Ma fille !» s'écria le vieillard, sans s'arrêter à demander aucune explication. En un clin d'œil, Luttra se vit serrée sur son cœur, comme si, en réalité, elle eût été faite de sa chair et de son sang. Messieurs, il m'est impossible de m'étendre sur cette scène émouvante sans vous faire le pénible aveu des sentiments de révolte et d'orgueil qui m'emplirent le cœur à ce moment-là. Si mon père s'était montré mécontent de mon choix, s'il s'était même borné à me remercier froidement de mon obéissance, j'aurais peut-être accepté la situation qui m'était faite. Mais de le voir si prêt à admirer, voire même à aimer une étrangère, alors qu'il n'avait jamais daigné accorder un seul regard d'approbation à Evelyn Blake, ma cousine, c'était plus que je n'en pouvais supporter.
Je priai ma femme de me laisser un instant seule avec mon père, et, lui donnant à peine le temps de refermer la porte derrière elle, j'exprimai, en un cri de haine et de rage, tous les sentiments amers qui bouillonnaient au fond de mon cœur. « Je vous ai amené une fille, mon père, m'écriai-je. Donnez-moi la bénédiction que vous m'avez promise et souffrez que je vous quitte, car je ne peux pas vivre avec une femme que je n'aime pas. » Avant qu'il eût le temps de répondre, la porte s'était rouverte. La femme que je répudiais ainsi, à l'aube de sa vie d'épouse, se trouvait devant nous, le visage défait, les yeux pleins d'horreur. « Ai-je bien entendu ?» fit-elle d'une voix empreinte d'une indicible angoisse. « Est-ce vraiment pour obéir à un ordre que vous m'avez épousé, moi, qui ne suis pas de votre rang ? C'est trop visible, hélas. Vous ne m'aimiez donc pas ? Vous ne m'aviez pas voué les sentiments qui, seuls, font du mariage une chose acceptable, une chose à désirer ? Ai-je bien compris que vous ne pouvez pas rester auprès de votre père mourant si je reste sous le même toit que vous ? » Je vis se mouvoir les lèvres pâles et raidies de mon père, comme s'il se fût efforcé de répondre pour moi. Loin de me laisser attendrir, j'eus le triste courage de dire à Luttra que je regrettais profondément, non pas les paroles que j'avais prononcées, mais simplement le fait qu'elle les avait entendues. Je l'assurai, toutefois, que je n'avais nullement eu l'intention de la blesser, mais seulement de témoigner, à celui qui s'était opposé à la réalisation de mes vœux les plus chers, toute la colère, tout le ressentiment qui débordait de mon cœur. J'ajoutai enfin que je lui demandais humblement pardon de lui avoir fait de la peine, que je voulais bien ne pas partir tout de suite, du moment qu'elle prenait la chose tellement au tragique. Vous dire la honte, les remords que j'ai éprouvés depuis, en pensant à l'indignité de ma conduite en cette occasion, je ne le pourrai jamais. J'aurais mieux fait, 1000 fois, de décrocher un des revolvers pendus au-dessus du lit et de loger une balle dans le cœur de mon infortunée victime, plutôt que de lui causer l'humiliation et la souffrance que je lus dans son regard. « Alors, j'ai bien entendu. Je ne me suis pas trompée, » murmura-t-elle, prête à défaillir. Je me contentai d'incliner la tête en signe d'assentiment. « Holman ! Holman !» s'écria enfin mon père d'un ton angoissé. « Tu ne vas pas me priver de ma fille à un pareil moment ?» Surpris, je levai les yeux. Luttra se dirigeait vers la porte. « Où allez-vous » lui demandai-je, en faisant un pas vers elle. D'un regard, elle me cloua au parquet. « La place d'un fils est auprès de son père, » dit-elle gravement. « Puisqu'il faut que l'un de nous s'en aille, ce sera moi qui partirai. »« Je vous ai dit, » commençai-je. « Quand vous m'avez demandé d'être votre femme, moi qui vous aimais depuis l'instant où vous êtes entré dans la maison de mon père, j'ai été si heureuse, si confuse aussi, de l'honneur que vous me faisiez, que j'en ai perdu un peu la notion des choses. Je n'ai pas songé à m'étonner de ne pas vous entendre dire « Je vous aime ». Paroles bénies, qui font plus que l'anneau nuptial pour unir deux cœurs. Dans mon trouble et ma joie, je n'ai pas su voir que l'ardeur qui brûlait en moi ne se reflétait guère sur votre visage. J'allais être votre femme. C'était assez pour me rendre heureuse. Du moins, je le pensais, moi qui vous aimais si profondément. Aujourd'hui encore, je vous aime. Je vous aime assez pour vous quitter. Si cela devait assurer votre bonheur, je ferais même davantage. Je vous rendrais votre liberté. Mais il paraît que vous avez besoin de quelqu'un qui, de nom, soit votre femme. Ce sera donc répondre à vos désirs que de rester ce quelqu'un. Soyez persuadés que je ne ferai rien pour compromettre votre honneur. Si jamais il vient un temps où vous pensiez avoir besoin de ma présence, de mon amour,
La mort seule aura le pouvoir de me retenir loin de vous. Jusque-là, je resterai ce que vous avez fait de moi, votre femme de par la loi. Je ne prétends pas à autre chose de votre part. » Comme en un rêve, je la vis se détourner lentement, puis sortir de la chambre. Messieurs, comme la porte se refermait, je crois bien que ma bouche laissa échapper le cri d'angoisse qui me monta du cœur. Je sais que j'allais m'élancer à la poursuite de Luttra lorsque mon père, après avoir agité ses bras comme s'il étouffait, s'affaissa lourdement sur ses oreillers. Il venait de s'évanouir. Je ne pouvais pas le quitter dans cet état. J'appelai madame Daniels, qui se tenait toujours dans la chambre voisine de celle de mon père. Je lui criai de rappeler la dame qui descendait l'escalier. Je dois même avoir dit « Madame Blake ». Puis je m'occupai de mon père. Il fut plusieurs minutes avant de reprendre connaissance. Quand il revint à lui, ses premières paroles furent pour réclamer la présence de celle qui était venue, comme un rayon de soleil, réjouir ses derniers moments. Je me levai pour aller la chercher, mais au même instant, madame Daniels entra. « Madame Blake est sortie, monsieur, » dit-elle. « Je n'ai pas pu la retenir. » Chapitre 13. Le cœur d'un homme. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais revu ma femme. Il me fut impossible de savoir où elle s'était réfugiée, ce qu'elle était devenue. Mon père ne se releva pas du coup que lui avait porté cette scène tragique. Ses forces diminuaient à vue d'œil. Il m'était impossible de quitter son chevet. Déjà, pendant que je lui prodiguais mes soins, en voyant son regard se tourner constamment vers la porte pour se reporter aussitôt sur mon visage en une muette supplication, je me pris à me demander si je n'avais pas commis un acte destiné à peser comme un remords sur toute mon existence. Mais ce ne fut qu'après avoir fermé les yeux de mon père, après l'avoir accompagné jusqu'à sa dernière demeure, que l'image désespérée de celle à qui j'avais donné mon nom se mit à me hanter avec persistance. Je me demandais alors, pour la première fois, si ma tristesse, mon accablement, provenaient de la honte que me causait le souvenir de mon indigne conduite à l'égard de Luttra, ou du regret que j'éprouvais à la pensée de l'avoir perdue. Sur ces entrefaites, j'appris la nouvelle des fiançailles d'Evelyn Blake avec le comte de Mirac. Même aux heures où je l'avais aimé le plus passionnément, je ne m'étais pas fait d'illusions sur le compte de ma cousine. Je savais que ses goûts lui faisaient une nécessité, d'un luxe que peut seule procurer la richesse. D'autre part, l'ayant abandonnée pour en épouser une autre, je n'avais certes pas le droit de me plaindre si je la voyais oublier à son tour les vœux que nous avions échangés. Ce n'en fut pas moins une blessure cruelle pour mon amour-propre. J'étais assez déraisonnable pour me dire qu'en sa qualité de femme, elle aurait dû résister victorieusement aux tentations auxquelles j'avais succombé moi-même. L'estime que j'avais toujours portée au sexe dont elle faisait partie s'en trouva diminuée. Luttra elle-même, pauvre enfant aimante et dévouée, ne trouvait pas grâce devant mes yeux. Je ne souhaitais qu'une chose, c'était d'oublier que j'étais unie à elle par un lien dont j'avais d'autant plus honte que, vers la même époque, son père et son frère, pris en flagrant délit de cambriolage, avaient été condamnés, l'un et l'autre, à 10 ans de bagne. Je me trouvais être le gendre et le beau-frère de deux forçats. Peu à peu, cependant, un revirement se produisit dans mon esprit. Quoique j'en eusse, je n'arrivais pas à bannir la douce image qui m'obsédait, la douloureuse angoisse du regard que Luttra m'avait adressé en me quittant. Profondément gravées dans ma mémoire, ces dernières paroles semblaient constamment retentir à mes oreilles. « Si jamais il vient un temps où vous pensiez avoir besoin de ma présence, de mon amour, la mort seule aura le pouvoir de me retenir loin de vous. » Nuit et jour, cette vision me poursuivait, jusqu'à ce qu'enfin je résolus de la fixer sur la toile, dans l'espoir d'en finir, une fois pour toutes, d'une obsession qui me rendait la vie insupportable. C'est ainsi que je fus amené à peindre le portrait que vous avez vu ce soir. L'inspiration qui guida mon pinceau aurait suffi à faire la fortune, la célébrité d'un artiste. Chaque jour voyait croître
se précisait sur la toile la lumineuse beauté de ce visage incomparable dont je n'avais jamais compris, comme alors, l'attrait subtil, le charme pénétrant. Je me relevais souvent la nuit pour retoucher mon œuvre, cherchant à rendre plus fidèlement encore les reflets d'or et de bronze de cette merveilleuse chevelure, les profondeurs de ses yeux dont le regard désespéré avait hâté la fin de mon père et qui maintenant livrait à mon cœur un irrésistible assaut. Cependant, le temps passait. Ma femme ne me donnait pas signe de vie. J'ignorais si elle était à l'abri du besoin. Je ne savais même pas si elle était encore de ce monde. Une noire mélancolie s'abattit sur moi, que rien ne put dissiper. Pas même la nouvelle que ma cousine, devenue veuve après quelques mois de mariage, revenait à New York avec l'intention de s'y fixer. Ma passion pour Évelyne était donc morte. Je résolus d'en avoir le cœur net. Dérogeant à mes habitudes, je me rendis à un bal où je savais devoir la rencontrer. J'arrêtai mon regard sur son éclatante et impérieuse beauté. Mon cœur resta de glace. Plus de doute, celle que j'aimais, ce n'était plus mon altière cousine, mais bien l'enfant courageuse et dévouée qui m'avait sauvé la vie autrefois et que j'avais si cruellement méconnue. Une fois cette conviction formée dans mon esprit, ma torpeur se dissipa comme par enchantement. L'avenir, désormais, n'était plus sans espoir. Un but s'offrait à mon activité, celui de chercher ma femme, de la ramener sous mon toit, quand bien même je la retrouverais partageant la prison de ces hommes dont l'existence était, pour mon orgueil, une intolérable humiliation. De quel côté diriger mes pas ? Aucun indice, si léger fût-il, ne s'offrait pour me guider dans mes recherches. Une seule pensée vint apporter un léger soulagement à mon angoisse. Ce fut de me dire que, telle que je la connaissais, son amour ne permettrait pas à Luttra de s'éloigner de la ville où habitait son mari. À moins qu'un incroyable changement se fût opéré en elle, c'était à New York même qu'elle devait se trouver. La sagesse me conseillait de m'adresser à la police pour m'aider à retrouver ma femme, mais mon orgueil répugnait à cette mesure, tant que n'auraient pas échoué tous les autres moyens. Avec une énergie fiévreuse, je me mis à parcourir les rues, dans l'espoir d'apercevoir un jour ou l'autre son visage au milieu de la foule. Vaine chimère. Non seulement je ne rencontrais pas Luttra, mais je ne vis personne qui lui ressemblât de près ni de loin. Un jour, ou plutôt une nuit, comme déjà je commençais à me laisser aller au découragement, un incident bizarre vint imprimer une direction nouvelle à mes recherches. Assailli de 1000 pressentiments lugubres, étouffant dans l'atmosphère étroite de la maison, je descendis au jardin pour prendre l'air. À un moment donné, comme je m'étais arrêté devant la grille, j'eus l'impression de voir celle que mes pensées ne quittaient pas d'une seconde, me regarder à travers les barreaux. Comme vous l'avez compris déjà, c'était le soir de la disparition de la lingère, dont vous vous occupez avec tant de zèle. Vous me dites que le visage entrevu par moi n'était autre que celui de cette jeune fille, mais sur le moment, tel était le désarroi de mon esprit, je fus persuadé que j'avais eu une vision destinée à m'avertir que je faisais fausse route en cherchant Luttra dans les quartiers opulents de la ville. L'apparition que j'avais eue sous les yeux portait les vêtements d'une humble ouvrière, pour m'indiquer, me sembla-t-il, que j'avais plus de chances de trouver Luttra dans les rues populeuses habitées par la classe indigente des travailleurs. Je me mis donc à errer dans des quartiers de la ville que je n'ai pas le cœur de vous décrire. Vous les connaissez, d'ailleurs, puisque vous me dites que j'étais alors sous votre surveillance. Pour ma part, le résultat de ces expéditions fut de me rendre presque fou. Certes, je ne doutais pas un instant de la pureté des intentions de la noble fille si indignement repoussée par moi. Il n'en était pas moins atroce de voir, de mes propres yeux, jusqu'où peut tomber notre faible humanité sous l'empire de la misère, de la faim et du désespoir. Je songeais aussi au vil criminel que Luttra avait pour père et pour frère. Malgré son courage et son honnêteté, comment savoir à quoi il n'avait pas pu la contraindre ? Ce raisonnement, poussé jusqu'à ses extrêmes conséquences,
finit par me faire croire que j'allais peut-être, un jour ou l'autre, apercevoir les traits adorables de la disparue sous un des châles sordides que portent les malheureuses rencontrées au coin des trottoirs. Un jour, enfin, j'aperçus une jeune fille qui avait des cheveux pareils à ceux de ma femme. Une force irrésistible me contraignit à la suivre, à lui adresser la parole. Je lui demandai si elle avait jamais vu personne qui eût des cheveux comme les siens. Lorsqu'elle me répondit, le timbre de sa voix annonçait qu'elle avait dû recevoir une bonne éducation. Est-il possible, grand Dieu, qu'une jeune fille de notre monde puisse tomber si bas ? Mais elle ne put rien m'apprendre concernant l'objet de mes recherches. Le lendemain, je partais pour Melville, espérant que peut-être, en ce lieu où j'avais vu Lutra pour la première fois, je découvrirais quelque indice pour me guider jusqu'à elle. Je trouvai la vieille auberge fermée, encore un espoir qui s'envolait comme les autres. Je ne puis vous donner aucune explication au sujet des articles de toilette que contient le tiroir de là-haut. S'il est vrai, comme vous le dites, et comme j'ai peine à le croire, qu'ils aient été apportés ici par la jeune lingère qui a disparu d'une manière si étrange, il est possible, il est même probable, qu'ils me fourniront enfin une piste que je suivrai, au besoin, jusqu'au bout du monde. Ma femme, mais je ne puis plus vous parler d'elle, jusqu'à ce que cette question soit définitivement résolue. Il faudra que Madame Daniels nous explique. Comme il disait ces mots, la femme de charge entra. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire ou partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. À bientôt pour une nouvelle écoute.